Donc, je peux très bien, si j'ai une fille et des garçons à côté, je peux très bien m'identifier à elle et lui dire « Vas-y, sois forte comme moi je n'ai pas pu l'être » ou au contraire, lui transmettre « Ah bah décidément, les femmes, les filles n'ont pas de place. » Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, parfois, on avance au travail avec enthousiasme et parfois à reculons. Quand ce déséquilibre devient trop fort, c'est le signe qu'il est temps de retrouver un travail qui fait battre votre cœur en accord avec vos valeurs, vos talents et vos envies. C'est ce que Chance, notre très fidèle partenaire, appelle l'amour pro. Ce moment où l'on retrouve du sens et de l'élan dans sa vie professionnelle. Alors leur méthode, vous aider à clarifier votre projet puis vous connecter à des managers qui vous correspondent grâce à leur nouvelle agence de dating pro. Le plus, leur bilan est finançable avec votre CPF. Alors envie de retrouver cette énergie au travail ? Faites le test gratuit de l'amour pro sur chance.co. La famille, quelle histoire ! C'est le lieu de construction de soi par excellence, un lieu qui nous construit, mais que l'on construit aussi de par nos interactions avec ses autres membres. Si notre place, assez bien définie, je crois, lorsque nous sommes enfants, que se passe-t-il à l'âge adulte ? Restons-nous simplement l'enfant de nos parents ou pouvons-nous redéfinir nos relations, inventer d'autres façons d'être en lien ? Mon invitée est philosophe et thérapeute familiale, experte des relations et des dynamiques intrafamiliales. Elle publie Famille aux éditions Erol, qui est coproduit avec Métamorphose. Ce livre parlera évidemment à nos auditeurs puisqu'il est à la fois le prolongement direct des enseignements de mon invité au micro de Métamorphose. Je suis ravie de la retrouver aujourd'hui pour un nouvel échange qui ira bien évidemment encore au-delà de nos entretiens passés parce qu'on s'est dit avec Nicole, on va pas refaire la série. On va parler de ses nouveautés, de bien d'autres sujets encore. J'accueille l'incroyable psy et philosophe Nicole Prieur. Bonjour. Bonjour, ravie d'être ici. Ah voilà, c'est un peu à la maison ici finalement. On est à la maison ici. On est à la maison. Alors, on a fait plusieurs séries, on a fait des podcasts, on a parlé des trahisons nécessaires. On en reparlera quand même aujourd'hui parce que de toute façon, on peut l'aborder de bien... Voilà, on a des angles différents à chaque fois en fonction des situations. Bien sûr. On va parler aussi un peu de Disputez-vous bien, qui est ce nouvel ouvrage sorti avec votre époux. Tout à fait. Qui s'appelle Bernard, je crois. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, je le dis aussi, alors déjà, je suis très heureuse de ce projet de livre commun parce que ça fait toujours plaisir. C'est vrai que c'est une série qui a été plébiscitée par nos auditeurs, qu'on a décidé de passer à l'écrit en faisant une synthèse et en l'enrichissant. Donc, c'est vraiment un travail qui permet d'avoir une base, je crois, assez solide autour de la famille. Si on cherche un peu un ouvrage de référence, il est là, hein. Il est là. Et puis, ce que j'ai entendu finalement comme commentaire par rapport à ce livre-là, c'est qu'il nous situe dans toutes nos identités familiales. Oui. C'est-à-dire qu'on est à la fois, ça parle à la fois de nous en tant qu'enfants, en tant que parents, en tant que frères, en tant que copains, maris, etc. Donc, au lieu de prendre finalement la vie de famille par tranche et par, comme en général ce que l'on fait dans les essais, là, ça prend vraiment l'ensemble de nos identités. Donc, tout le monde s'y retrouve finalement. Oui, exactement. Qu'on soit parents, enfants, grands-parents, famille recomposée, etc., etc. On s'y retrouve. D'ailleurs, vous allez nous donner une définition de la famille peut-être au XXIe siècle. On va y venir. Avant ça, ce que je voulais vous dire aussi, chers auditeurs, c'est qu'il y a 5 exemplaires. Et oui, 5, vous m'avez bien entendu, à gagner. D'habitude, c'est 1 exemplaire pour les abonnés à la newsletter de Métamorphose. Donc peut-être, si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez vous abonner sur le site de métamorphosepodcast.com à la newsletter. 5 exemplaires à remporter de Famille, qui a un bel orange, si vous nous suivez sur YouTube, assorti au gilet de jaune-orangé de Nicole Prieur. Alors aujourd'hui, on va quand même s'intéresser à ce qui se joue en fait de notre place dans nos familles à l'âge adulte. Mais peut-être avant ça, est-ce qu'on peut justement définir ce que c'est que ces familles du XXIe siècle ? À quoi ressemblent-elles ? Alors c'est vrai que ce livre aussi, en faisant la synthèse un petit peu de tout mon parcours de réflexion, etc. Et puis finalement, c'est un peu le reflet de 40 années de clinique auprès de mes patients, et pendant lesquelles j'ai observé l'évolution et les transformations, les métamorphoses des structures familiales. Ce livre m'a permis de mettre en évidence finalement que les familles d'aujourd'hui, en tous les cas, le lien, la relation et la qualité du lien et de la relation ne dépendent absolument pas ou pratiquement pas de la structure familiale. Qu'on soit une famille monoparentale, traditionnelle, recomposée ou homoparentale,
je pense que la famille aujourd'hui se définit autour de ce que je définirais moi comme 3 dimensions. Et on y reviendra, mais on va les citer. Oui. Je crois qu'elle se définit non plus par des liens de sang, pas forcément, puisqu'il y a la PMA, etc., mais par des liens, j'ai envie de dire, le lien éthique, tout le système du donner, recevoir, rendre, qui justement nous met dans une position de loyauté vis-à-vis de notre famille et qui nous interroge toute notre vie. Qu'est-ce qu'on se doit mutuellement ? Donc il y a la dimension éthique qui construit ce lien. Il y a une autre dimension, et c'est vrai que c'est très philosophique, on y reviendra peut-être, il y a une autre dimension, la dimension identitaire, à travers, je pense, le processus de reconnaissance. Comment on me reconnaît dans ma famille ? Comment je reconnais que cet homme-là est mon père, ou que ces 2 pères sont à la fois mes 2 parents, même si j'ai pas le format habituel. Donc comment on se reconnaît mutuellement dans notre singularité et dans notre différence finalement les uns par rapport aux autres. Donc 2e dimension, la dimension identitaire. 3e dimension, c'est, j'ai envie de dire, c'est une dimension un peu spirituelle qui me semble très importante dans notre monde d'aujourd'hui, oui, pour un peu lutter contre ce désenchantement que l'on observe. C'est qu'est-ce que je vais transmettre ? Qu'est-ce qu'on m'a transmis ? Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je le transforme ? Et à mon tour, qu'est-ce que je vais transmettre ? Ce sont vraiment 3 dimensions qui me semblent être essentielles pour construire le lien aujourd'hui dans nos familles du XXIe siècle, quelles que soient les structures. Alors, vous l'avez bien dit d'ailleurs, il s'agit de lien. Et ça, oui, ce mot est très important en fait. Tout à fait. Alors, sur notre thème du jour, qu'est-ce qui se joue en fait dans une famille lorsqu'on devient adulte? On peut avoir l'impression parfois qu'un certain équilibre est perdu. Alors, évidemment, quand on devient adulte, il y a jeune adulte, il y a ensuite adulte confirmé, et tout ça, on voit que c'est en perpétuelle évolution, que cette place, elle est jamais vraiment définie. Complète. Et c'est très intéressant cet angle-là, parce que c'est vrai qu'on a peu souvent l'occasion de parler finalement des relations à l'intérieur d'une famille quand les enfants sont devenus adultes. Oui. Alors ça ne cesse de se transformer. Quand il y a déjà le moment du nid vide, quand le jeune adulte commence à partir, etc. C'est moi en ce moment, ça. C'est vrai. Je n'ai pas quitté le nid. Ce non, sont les miennes bien qui sûr. Vous êtes d'accord? Oui. Mais j'ai pas fait ma tanguy jusqu'à plus de 50 ans. mais en fait, rassurez-vous, moi ça fait bien longtemps que mes enfants sont partis, oui, et on s'en remet très bien. C'est parfait. Mais voilà. Même on est content à un moment donné de retrouver une forme de liberté. Exactement. Et un peu plus d'ordre dans la maison. Enfin, je pense qu'effectivement, et un peu plus d'espace personnel. Oui. Moi, j'avoue que maintenant que nous n'avons plus notre cabinet parce que nous ne recevons pratiquement plus de patients, le peu de patients que je reçois ou les groupes de travail que je reçois, j'en ai fait. C'était une ancienne chambre de mes enfants. Oui. J'en ai fait un bureau et je suis ravie. Oui. Donc, voilà. Donc effectivement, il y a ce moment-là, c'est-à-dire que ça va se transformer au fur et à mesure des différents cycles de la vie. Quand notre enfant devient adulte et forme un couple, c'est encore autre chose. Là, ça va être une transformation de ses loyautés. Il va falloir, pour constituer son couple, effectivement, qu'il donne une priorité par rapport à ses loyautés. Ensuite, il y aura le moment où il devient lui-même parent, où on devient grand-parent. Là, j'ai envie de dire, il faut en profiter, parce qu'ils ont besoin de nous, donc on va être, j'ai envie de dire, appelés, et il faut... je crois qu'on avait travaillé sur les grands-parents. Absolument, il faut on a fait répondre, un épisode dédié. Il faut répondre autant que possible, autant que nous l'acceptons à leurs demandes. Donc c'est une chose. Et là, par contre, c'est là où j'en suis. Quand les petits-enfants deviennent très grands et que plus personne n'a besoin de nous, là, il y a effectivement une autre étape. Les grands-parents sont un peu oubliés. Ça veut dire que finalement, tout au long, c'est un processus un petit peu de détachement qui se passe. Et un processus de détachement de leur part, et qui finalement met en évidence une asymétrie. Parce que nous, on se détache pas. Nous, on continue à garder, j'ai envie de dire, le cordon. Mais eux vont, au fur et à mesure, se détacher, se détournent. On va être des personnes de moins en moins intéressantes pour eux. Alors, l'affect, l'amour va être là, il n'y a pas de doute. Hein. Mais effectivement, ils seront moins présents avec nous pour certains événements. Ils vont prendre leur distance. Et donc, effectivement, eux vont se détacher de plus en plus, vont transformer leur loyauté, et ce qui est tout à fait normal. Et nous, on reste, enfin, je veux dire, là, avec notre amour permanent, et nos enfants ne sont plus des enfants, mais ils sont encore nos enfants. Oui. Et j'ai envie de dire, le plus difficile, alors là, effectivement, avec pas mal de recul, puisque mon fils aîné a 5
55 ans, là, cette année, dans 15 jours. Le plus difficile, c'est effectivement que tout au long de leur parcours d'adulte, on ne peut pas les protéger comme eux. C'est une forme d'impuissance de notre part. Et on ne peut plus les épargner des épreuves que l'on a peut-être nous traversées et que finalement on constate que notre expérience ne les aide pas forcément. Ça, c'est difficile et c'est douloureux. Et ça, il faut laisser aller, en fait. Il faut les laisser. Il y a une sorte de contrôle finalement à lâcher là dans ce que vous dites aussi. Complètement. Il y a une sorte de contrôle. Il y a une sorte aussi d'illusion de toute puissance. Oui. L'illusion que nous continuons à les connaître mieux que personne. Ce n'est plus vrai. Parce qu'ils ont complètement évolué, ils se sont transformés de par tout leur parcours professionnel, familial, et donc effectivement, on ne les connaît plus du tout. On ne connaît plus finalement ce qui les anime au plus profond d'eux-mêmes. Et peut-être ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui a été très difficile pour moi et que j'entends auprès des patients ou des gens que je rencontre. Quand ils étaient petits, à la maison, le dialogue était facile, spontané, etc. Là, au fur et à mesure qu'ils grandissent, quand ils sont devenus parents, on apprend à mesurer ce que l'on va dire, à mesurer nos réactions, et il y a une forme de spontanéité qui est un peu perdue. Alors, la profondeur est là, hein, mais il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Et justement, ce fameux contrôle, on est obligé de l'avaler. Oui, d'avaler un peu, c'est de dire, OK, j'aurais peut-être un truc à dire, mais je le tais, quoi. On attend. Alors, ce qui est douloureux aussi, par contre, et là, quelquefois, on ne peut pas ne pas parler, c'est quand on les voit eux-mêmes vraiment très malheureux, dans des situations un petit peu de séparation, difficiles en couple, de souffrance en couple. Là, à un moment donné, je peux dire, prendre le risque, c'est un peu un risque quelquefois, d'ouvrir un peu une porte au dialogue, mais délicatement. Alors, c'est peut-être d'autant plus difficile à votre place parce qu'ils ont des parents psy tous les deux. Ah, c'était terrible pour eux. Ah oui, ils se sont orientés vers toute autre chose que vers la psy. D'ailleurs, si vous nous écoutez, que vous êtes psy dans cette situation, on aimerait aussi écouter vos témoignages. Vous avez dit quelque chose de très intéressant dont on parle encore moins que le reste. On parle beaucoup du nid vide des parents, mais on parle très peu du nid vide des grands-parents. C'est vrai. Quand les petits-enfants grandissent, c'est intéressant, ça. Ah, écoutez, j'en ai fait l'expérience, là, depuis quelques années, à peine depuis 3 ans. Jusqu'à 3 ans, j'ai 5 petits-enfants un peu éparpillés. Je les recevais tous ensemble pendant les vacances. C'était merveilleux. Alors, on était épuisés, mais je passais mon temps à organiser des sorties, des activités, des ceci. Je passais vraiment beaucoup. J'adorais. Donc, c'était très animé. Il y a eu un moment où les adolescents, les petits-enfants sont devenus adolescents. On invitait même des copains et des copines, qui était une façon de les faire venir. Bien sûr. La maison était grande, donc ça allait. La piscine était grande, donc ça allait. On avait cette chance-là. Mais depuis 2-3 ans, ça y est, la grande, qui a eu 21 ans l'année dernière, ne vient plus, alors qu'elle nous adore. On s'appelle, etc. Et cette année, je n'ai plus eu de petits-enfants du tout pendant les vacances. Alors, j'avoue que quand on ouvre les placards et quand on voit encore les résidus des vêtements, des ceci, des cela, ça fait un pincement au cœur. Heureusement, j'ai une nouvelle petite fille qui vient d'apparaître. Et hop. 6 mois, ça y est, je commence à prévoir les futures sorties, on a le temps. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un moment, je crois que c'est un moment difficile. Moi, j'ai pensé à beaucoup de femmes que j'ai rencontrées et qui s'investissaient, parce que c'est un régal, en tant que grand-mère, et pour qui c'était vraiment un pilier de vie, finalement, au moment où peut-être elles se retrouvent seules, etc. Et là, il peut y avoir une forme d'effondrement. Moi, j'ai la chance, je fais des livres avec vous, avec d'autres. Donc, ça me remplit vous êtes largement. Une hyperactive, oui, Nicole. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment ces cycles de métamorphose et de renouvellement perpétuel. C'est-à-dire qu'il y a eu les enfants, et puis on a fait le deuil. Et il y a toujours ce cycle de mort et de renaissance. Complètement. Et c'est sûr que quand on a été, par exemple, là vous le disiez, pour certaines femmes très actives, peut-être que le moment des petits-enfants a été un nouvel investissement. Et puis, à nouveau, il faut refaire le deuil de ça derrière, alors qu'on n'a plus forcément parfois envie
de refaire à nouveau des deuils. Et la vie, sans arrêt, nous y oblige à retrouver cette place tout le temps. Oui. Hein. C'est vrai. Et dans ce que vous dites, je pense que ce qui est essentiel, mais depuis le départ des enfants, ce qui est essentiel, c'est vraiment de travailler sa propre intériorité. Oui. C'est vraiment quand on est en aplomb avec soi. Alors bien sûr, il y a des moments où on est moins bien, etc. C'est jamais permanent. Hein. Oui. Mais c'est vraiment notre propre intériorité, notre capacité de dialoguer avec nous-mêmes, pas de tourner en rond avec nous-mêmes, hein, mais de dialoguer avec nous-mêmes, de remplir un petit peu notre espace intérieur. Et on parlait de spiritualité aussi. Tout cela, ça nous réouvre finalement. Revenir à soi, à notre profondeur, pour mieux nous ouvrir au monde et pour effectivement trouver une autre place dans le monde, pas forcément dans un militantisme quelconque, mais enfin pour continuer à être curieux du monde. Oui. Et à être ouvert finalement à interroger ce monde qui ne va pas si bien et peut-être trouver des petites fenêtres un peu joyeuses, un peu porteuses d'espérance. Voilà, donc mieux s'intéresser à notre intériorité pour notre spiritualité d'ailleurs, pour mieux s'ouvrir à l'extérieur, puisqu'on a nos petits jalons habituels, nos chers jalons ont un petit peu disparu, quoi. On parle du sens, d'ailleurs, quand vous dites ça. Oui. C'est la question du sens. Quel sens a ma vie aujourd'hui? Quel sens je lui donne? C'est tout à fait juste ce que vous dites, Anne, parce que finalement, et quand je parlais tout à l'heure de transmission, je pense que une des fonctions essentielles de nous en tant que parents et grands-parents, c'est de transmettre. Alors bien sûr, on transmet toujours des valeurs, des recommandations, des ceci, mais surtout de transmettre le sens que l'on donne à la vie. Le sens, effectivement, qui... j'ai envie de dire, je reviens sur ce mot d'espérance. Oui. Hein. Comment on peut forger une espérance malgré les temps gris, noirs, etc. Et là, les philosophes nous aident. J'aime beaucoup Camus, j'aime beaucoup, effectivement, Edgar Morin, etc., face à la complexité. Donc, c'est vrai. Et d'autant plus un sens qui est incarné. C'est-à-dire quand nos petits-enfants, puisqu'on parlait des petits-enfants, nous voient, parce que les enfants, ça y est, ils nous ont vus, mais les petits-enfants nous voient continuer à nous battre, continuer à être actifs, continuer à nous intéresser à notre job. Pour eux, c'est fascinant de voir une femme de mon âge, je ne le cache pas, j'ai 76 ans, mais continuer à être passionnée par ce qu'elle fait, ça donne un exemple et on transmet de cette manière-là. Quoi. Il y a une vitalité, en fait, qui se transmet par l'exemple. Oui. Je crois. Il y a il y a un sens à donner à la vie, finalement. C'est ça, exactement. Puisqu'on parle aussi de la petite enfance, on va peut-être revenir sur les étiquettes, parce qu'on voit que dans les places, dans les familles, on en avait déjà parlé dans un épisode, mais peut-être on va revenir dessus. Lui, c'était, moi je sais que sur mes bulletins, c'était souvent marqué bavarde. Oui. Bavarde, timide, aventurier, etc. Et souvent, quand on se construit enfant, on a un rôle dans cette fratrie, quelle que soit notre place. Alors, on a aussi la place du premier, du deuxième, du troisième. Toutes ces étiquettes un peu qu'on nous colle et qui nous collent à la peau, est-ce qu'elles sont à la fois importantes au départ dans notre construction et ensuite on va les déconstruire ou pas forcément, il faut faire attention avec ces étiquettes? J'ai envie de dire, elles sont inévitables. Oui, elles sont là, que ce soit, comme vous dites, dans la fratrie, que ce soit des parents qui nous appellent la petite chérie, la pauvre petite chérie ou le pauvre petit timide. Voilà, ce sont des étiquettes qui forcément orientent notre identité, notre construction. Parce que finalement, on sait qu'on se construit dans le regard de nos parents, essentiellement. Quelque part, je crois que c'est, je ne sais plus quel philosophe, mais celui qui disait, je ne sais plus si c'est Paul Ricoeur, qui disait, on se construit dans le regard de l'autre. Hein, je veux dire, effectivement, c'est l'autre qui me donne mon visage. Oui. Hein, donc, forcément... L'autre est un autre jeu, quelque chose comme ça? Oui, voilà. Hein, c'est l'autre qui me donne mon visage et l'autre est un autre jeu. Et du coup, forcément, je vais être imprégnée de cette étiquette. Alors, par rapport à l'étiquette je veux dire, mise en place de la part de nos parents, ou ce regard qui nous enferme, en même temps, il nous structure, fragilisé ou pas, mais il nous structure. Par rapport à ce regard parental, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a un chemin à faire aussi.
Parce qu'à un moment donné, à l'adolescence, jeune adulte, on va se révolter contre ça. On va absolument prouver qu'on n'est pas si bavarde que ça, ou au contraire qu'on sait dire des choses et que ça va nous aider à faire des podcasts plus tard. Voilà, on veut montrer que soit on n'est pas fidèle à cette étiquette, soit que cette étiquette finalement n'est pas négative, etc. Donc il y a une volonté de se battre un petit peu contre cette étiquette. Et je pense que, à mon sens, on est vraiment adulte, on est vraiment mature quand cette étiquette-là, nous en avons pris une distance suffisante, qu'elle ne nous trouble plus et qu'on accepte finalement que nos parents, même à 50 ans, nous parlent de la petite chérie, etc. Parce qu'on entend que pour eux, c'est important de nous resituer dans ce lien de l'enfance qui était si précieux pour eux et que c'est finalement une forme de tendresse qui ne s'exprime pas parce qu'on peut plus nous se prendre forcément dans les bras. Moi, mes hommes de 50 ans à la maison, je peux plus les prendre du matin au soir. C'est eux qui vous prennent du haut de leur mètre 90. Voilà, voilà. Et donc, si vous voulez, donc voilà, il y a là aussi un cheminement. Au début, ça nous agace, on n'est pas d'accord, mais on va pas leur dire, voilà. Et ensuite, on en rit parce que c'est une expression de leur tendresse. Alors, quand c'est de la tendresse comme la petite chérie ou des choses comme ça, je trouve qu'il y a vraiment, voilà, vous l'avez très bien dit, de la tendresse. Mais quand c'est une étiquette qui nous colle parfois à la peau et je pense aux personnes fortes, par exemple, qui sont toujours les forts dans les familles, qui doivent tout porter. Les fratries, tout le monde se tourne vers eux. Il y a un problème, ils sont les problème solvers de famille. C'est à eux de résoudre. Et parfois, ils en peuvent plus. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pareil pour les victimes, d'ailleurs, dans les familles. Celui qui est toujours désargenté, le pauvre, etc. C'est dur, ça, à porter. Là, il y a moins de tendresse. Alors, il y a moins de tendresse, et puis surtout, ça nous dévie de notre propre itinéraire, si vous voulez. Et je pense que là, c'est moins seulement l'étiquette. De ce dont vous parlez, c'est la fonction. Finalement, on nous donne une fonction, et ça, j'ai suivi beaucoup de femmes quand même qui avaient la fonction d'être le pilier, la médiatrice déjà. Ton frère et ta sœur ne s'entendent pas, essaye de faire ce qu'il faut faire, quelque chose. Ton père n'arrête pas de rouspéter, qu'est-ce que tu peux faire? Donc effectivement, des femmes qui portent, mais des hommes aussi, mais des femmes qui portent finalement la responsabilité de la cohérence familiale, c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd et ça enferme. Et du coup, alors on en reparlera tout à l'heure, c'est là où, effectivement, il y a un travail de désobéissance et qui va, par rapport à ces étiquettes et ces fonctions, se déplacer par rapport à ces fonctions pour se retrouver soi-même, pour, j'ai envie de dire, se réincarner soi-même. Et justement, c'est là aussi où souvent, quelquefois, on est obligé d'être dans les déloyautés, c'est-à-dire ne plus être là où les autres nous attendent. Alors, ce n'est pas toujours facile. Et j'en parlais récemment de cette déloyauté, comment, quand on a une analyse un petit peu systémique des choses, comment, quand on se déplace, ça réorganise les liens dans la famille, ça déséquilibre, mais comment, et ça je l'ai observé souvent dans le cours de mes processus thérapeutiques, souvent, après ce moment de déséquilibre, plus personne ne sait plus à qui s'adresser, puisque la personne pilier ne veut plus faire cet office-là. Donc, ce déséquilibre est là, mais très souvent, les liens se réorganisent ensuite, et du coup, non seulement ils se réorganisent, mais en même temps, il y a un nouvel équilibre de relations beaucoup plus ouvertes, où on demande moins aux autres d'être là où ils ne peuvent pas être. Et donc, il faut oser affronter ce bouleversement qui, finalement, très souvent, quand il est fait parce qu'il y a du sens, et pas contre les autres, mais parce que ce déplacement me permet d'aller vers moi et que ce n'est pas un refus forcément de vouloir discuter avec les autres, c'est ce déplacement vers moi qui a du sens. À partir de ce moment-là, il y a une réorganisation, souvent, du système. Alors, on ne parle pas des souffrances liées à la maltraitance. On n'est pas dans ces phénomènes un petit peu extrêmes et qui appellent d'autres processus. On va en reparler d'ailleurs de ces processus en cas de souffrance, parce que là, même dans ces cas-là aussi, parfois on ne sait pas forcément quoi faire. Non. Mais avant d'en arriver là, sur ces déloyautés, ces trahisons nécessaires, comme vous les appelez, et vous avez un ouvrage qui porte ce titre, comment est-ce qu'on peut faire pour prendre conscience? Parce que souvent, quand on porte cette fonction, comme on s'est construit comme ça,
voilà, ça nous colle à la peau. C'est un masque qu'on n'a pas encore décollé du personnage. Ah, c'est un masque, j'ai envie de dire, ce sont presque des habits, si vous voulez, qui sont là et qu'on a quelque part intériorisés. On continue à les porter. C'est aussi pour nous un reflet de notre... On croit que c'est un reflet de notre identité. Oui. Et alors, en tant que psy, on a parlé de philosophie, mais en tant que psy, c'est vrai que pour nous, les symptômes ne sont pas forcément quelque chose de négatif. Parce que c'est souvent suite à une grande souffrance, suite à des mouvements dépressifs, à des mouvements un petit peu d'anxiété, ou à des échecs à répétition, qu'on va voir une psy, un psy, etc., et que l'on découvre qu'on est enfermé à cette place-là qui ne nous convient absolument pas. Oui. Et qu'on a une espérance, un désir qui nous porterait à faire autre chose, à nous déplacer, à réaliser d'autres choses. C'est-à-dire qu'on mesure qu'on ne s'accomplit pas. On mesure qu'on passe à côté de notre propre existence. Et quand je sais que quand je parlais de la trahison, je crois que j'avais une formule en disant il s'agit de trahir pour ne pas se trahir soi-même. Et donc c'est ce mouvement-là. Alors en général, c'est pas une prise de conscience qui vient comme ça d'un coup de cuillère à peau, enfin je veux dire d'un coup de baguette magique. C'est vraiment un processus, quoi. C'est ça. Voilà, c'est vraiment on sent qu'il y a quelque chose qui va mal. Toutes les femmes et les hommes qui ont pu me dire « j'ai tout pour être heureux et ça ne va pas ». Donc, on va chercher qu'est-ce qui nous enferme là où ça ne va pas et qu'est-ce qui fait qu'on n'en bouge pas. Donc, la prise de conscience n'est pas toujours suffisante. Il faut aussi oser traverser ce mur qui a été construit autour de nous, se dépouiller de ces vêtements là que l'on a portés, qui nous convenaient à un moment donné. Parce que ça nous donnait une place. Oui. Quelquefois, ça nous donnait une place par rapport aux frères et la sœur qui voulaient ne rien entendre. Et quelquefois, nous-mêmes, nous sommes rentrés dans le jeu parce que ça nous servait à un moment donné. Donc, c'est souvent, par une souffrance plus ou moins vive, que l'on peut s'interroger et se dire mais de quoi ai-je besoin de me libérer? Je pense que dans la relation à mes parents que j'aime, que je n'aime pas, etc. Mais donc sans jugement, mais de quoi ai-je besoin de me libérer? Quand on fait ce travail d'ailleurs avec une psy ou voilà quel que soit le travail thérapeutique, est-ce qu'il faut à un moment donné le verbaliser au système, à la famille ou pas forcément? Ça dépend des situations de chacun. Est-ce que ça peut être important aussi de le poser, de l'exprimer dans cette déloyauté, de dire écoutez, je me rends compte que jusque-là j'ai porté et je ne souhaite plus en fait. Ça peut s'exprimer. Alors, le danger, je crois que ça peut se dire, justement, comme vous le dites, quand le travail a été fait. Il ne faut pas attendre que la famille reconnaisse un petit peu leurs erreurs, leurs errances. Parce que ce serait se mettre en grande fragilité de reconnaître pour un père, pour une mère. Les frères et sœurs, c'est encore autre chose. Pour les frères et sœurs, c'est encore autre chose. Mais ce serait reconnaître vraiment pour un père et pour une mère des erreurs qu'ils ne sont pas toujours prêts à assumer. En tant que père, en tant que mère, on a toujours l'impression qu'on a fait au mieux. Et c'est vrai souvent on fait le mieux possible. Mais du coup, si on est trop remis en cause, finalement, ça nous fragilise et que ça ne fait pas avancer les choses. Mais si on le dit, une fois qu'on est tranquille avec ça, une fois qu'on a assumé cette déloyauté, une fois que les parents peuvent nous voir qu'on a retrouvé, on parle d'équilibre, un nouvel équilibre, qu'on est vraiment plus ouvert, plus tranquille, etc., on peut le dire sans être dans une position de régler les comptes, c'est ça qui est dangereux. Et du coup, là, ça peut être entendu. Il y a un autre danger. Si on le dit, parce qu'on attend que les parents reconnaissent la souffrance qu'ils nous ont infligée, malgré eux, encore une fois. Il y a une attente de reconnaissance, en fait, inconsciente. Et là, voilà. Mais si on le dit tranquille, si on pose, comme vous l'avez mentionné, les choses tranquillement, presque au détour d'une conversation banale, et qu'on est très cohérent, parce qu'ils nous voient très tranquilles avec nous-mêmes, et avoir redécouvert une autre manière d'être avec nos parents, parce que ce que l'on n'a pas dit là, mais c'est vrai que ce chemin de déloyauté nécessaire à un moment donné, nous amène finalement à nous interroger, non plus sur ce que l'on n'a pas reçu,
Donc, ce qui peut nous amener à être en règlement de compte avec nos parents. Mais à un moment donné, le cheminement nous amène à percevoir et à reconnaître, dans une forme de gratitude, ce que l'on a reçu de nos parents, même si ce n'était pas ce qu'on attendait, même s'ils ne nous ont pas répondu à nos attentes, ce que l'on a reçu d'eux, et qui nous a aussi construit très positivement. Oui. Donc, il y a tout un cheminement qui finalement, il y a une happy end à la fin. Oui, c'est ça, parce que, en fait, si on pense au processus d'individuation de Jung, on traverse vraiment l'ombre. Et voilà, il y a le moment certainement de la colère pour soi, pour les autres. Et puis ensuite vient le temps où tout ça, finalement, peut émerger comme une forme de, peut-être même de gratitude dans certaines situations. C'est ça, c'est ça. En tous les cas, reconnaître ce que l'on a reçu. Et finalement, quand on reconnaît ce que l'on a reçu et qu'on s'affilie et qu'on se définit comme la fille, le fils d'un parent qui n'était pas si mauvais que ça, parce qu'on a quand même reçu quelque chose de lui, effectivement, on le restaure dans sa dignité finalement de parent. Oui. On ne lui en veut plus, on n'est pas loin du pardon. Voilà, on est dans une forme d'exonération. Hein. On ne lui en veut plus, on est plutôt dans une forme de solder les comptes. Hein. Oui. Et en même temps, on se restaure nous. Parce que c'est mieux d'être la fille pas si mauvaise que ça d'un parent pas si mauvais que d'être la fille d'un mauvais parent. Et à ce moment-là, on a forcément une mauvaise estime de nous-mêmes. Donc, j'ai envie de dire, là encore une fois, quand on a le courage d'aller jusqu'au bout de ce processus, c'est très libérateur. Ouais. Ça ouvre. Et j'ai envie de dire, ça nous donne une assise qui nous permet d'affronter tous les bouleversements, les métamorphoses de la famille, quoi. Alors là, on parle de familles qui sont des familles dysfonctionnelles, on va dire banalement névrosées, voilà. Une bonne petite névrose. Voilà, une bonne petite névrose. Classique. Quand on est dans des familles où il y a des problématiques plus graves, hein, c'est-à-dire d'agression sexuelle, d'inceste ou de traumas plus importants, à quel moment la trahison nécessaire devient nécessaire plus. Oh, assez tôt, là, il n'y a pas de doute. Oui. Hein, il faut oser. Alors, on le sait dans les révélations au niveau des abus, par exemple, sexuels, c'est vrai que faire entendre l'abus dans la famille, c'est vraiment aller vers une explosion des liens. On ne sait pas qui va reconnaître ça, qui au contraire va nous accuser à notre tour. Donc on sait qu'on prend un très grand risque. Oui. Mais ce risque-là nous permet, de nous respecter nous-mêmes. Je pense que cette explosion douloureuse, c'est pas facile, hein, cette explosion douloureuse permet, moi, de me restaurer dans ma dignité. Il y a un moment donné, et on est au-delà de quelque chose de l'ordre du pardon. Hein. On peut, et même si on peut pardonner, je pense que on accepte l'idée que on n'a plus grand-chose à voir sur le plan symbolique, sur le plan éthique, avec cette famille-là qui nous a saccagés quelque part. Oui. Parce que effectivement, quand on peut se retrouver dans ce genre de situation et que les personnes décident de ne pas aller au pénal, ce qu'on voit quand même beaucoup, parce que les gens ont peur, parce que c'est double peine, on le sait, hein, c'est difficile, hein, financièrement, psychologiquement, émotionnellement, on va revivre peut-être pendant 5 à 10 ans le temps d'un procès, donc c'est forcément parole contre parole, et donc on fait exploser le noyau de la famille potentiellement. Voilà, on fait exploser, on parlait de liens, et tout se délite là. Oui. Hein. Et puis il y a le clan des frères et sœurs qui soutient, d'autres, et puis je veux dire, et d'autres au contraire qui veulent surtout pas entendre qu'on attaque le père ou l'oncle, etc. Donc il y a des clans qui se constituent. Il y a rien de tel pour faire exploser la famille. Et puis il y a aussi ceux qui Et c'est finalement aussi, c'est une raison, moi, quand je suivais des personnes dans cette situation-là, on s'apercevait bien que cette révélation, quelquefois on prend le courage de la faire, et ce cheminement juridique, on prend le courage de le faire parce que ça peut protéger d'autres membres de la famille. Oui, c'est ça. Si je révèle quelque chose par rapport à ce grand-père, cet oncle, etc., ou ce père ou ce beau-père, il y a d'autres filles ou d'autres garçons dans la famille, des neveux, etc. C'est une façon aussi de dire attention. Donc le courage, quelquefois, on le prend non pas seulement pour soi, mais dans une optique de protéger d'autres enfants qui risqueraient d'être victimes. Donc on libère la parole et par là même... Donc là, on est vraiment dans les déloyautés nécessaires, hein, dont on parle nécessaire. Aussi, ça fait partie de ce spectre. Quand on parle de notre place dans la famille, est-ce que pour vous, la place
qu'on occupe vis-à-vis de la fratrie est différente de la place qu'on occupe au sein de la cellule familiale élargie, c'est-à-dire le noyau resserré, parents, enfants, frères et sœurs, où à chaque fois ce sont des sous-ensembles. À chaque fois, alors, je ne sais pas si effectivement je vais répondre tout à fait à cette question-là, mais ce qui est très intéressant, la fratrie, nous on le considère en systémie justement comme un sous-système. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Et donc du coup, il y a le sous-système fraternel qui a son mode, j'ai envie de dire, ses règles, ses propres loyautés, ses règles, ses limites, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Il y a ce bloc-là qui quelquefois se constitue justement en clan contre les parents. Moi, j'avais 3 garçons et j'ai retrouvé ça chez d'autres patients après. Les 3 garçons qui pouvaient se chamailler, être en rivalité l'un par rapport à l'autre. Ils adoraient se mettre tous ensemble pour nous attaquer. Et en général, c'était le dimanche soir quand vraiment on avait passé un week-end fatigant, etc. Et ils étaient, alors là, eux, ils s'entendaient comme des vrais tout allait bien. Tout allait bien. Donc c'est vrai que les sous-systèmes fonctionnent. Et nous, on était obligés, même si on n'était pas d'accord, Bernard et moi, pour la manière d'élever nos enfants. Moi, j'étais un peu plus souple et lui un peu plus radical. Là, il y avait 2 clans, les parents, et il y avait 2 blocs. Alors on s'amusait parce qu'on leur disait ça y est, c'est le temps des. Vous les voyez venir. Voilà, on les voyait venir. Oui. Mais si vous voulez, donc effectivement, par exemple, le petit fragile, le petit dernier de la fratrie, là, il retrouvait sa place complètement entière dans le sous-système fraternel pour donner, force encore aux attaques qui pouvaient être portées contre nous. Donc c'est intéressant ça aussi. Oui, parce que justement, on voit comment l'expérience fraternelle permet aux enfants de modeler un petit peu leur identité déjà, et puis j'ai envie de dire d'apprendre les jeux d'alliance et les jeux finalement, la finesse de la relation. On apprend beaucoup avec ses frères et sœurs. C'est ce que je me dis toujours quand je vois des enfants uniques. Alors évidemment, ils vont l'apprendre autrement, avec à l'école, etc. Mais quand je vois mes enfants qui sont très rapprochés, et je vois déjà qu'elles ont expérimenté tellement de choses du lien qu'elles vont retrouver dans le monde, évidemment, parce que ce n'est que le reflet de la systémie interne. Oui. Et en même temps, je me dis, quel apprentissage déjà qui est donné à ce moment-là. Voilà, effectivement, et on parlait de place tout à l'heure, on apprend à comprendre ce qui se passe dans le camp extérieur, dans le camp ennemi des parents, par exemple. Voilà, on apprend, on discerne, je crois qu'on affine notre discernement. On affine aussi notre compréhension des jeux de pouvoir, des jeux d'influence. Donc ça nous aide à nous construire plus tard. Et puis justement, on change un petit peu de place. On voit que la place dans la fratrie, encore une fois, quand on n'est que au niveau des frères et sœurs, on peut se chamailler pour avoir la place la plus importante, le chouchou, etc. Mais qu'on peut transformer notre place en complicité pour soutenir, par exemple, j'ai vu ça souvent au moment de l'adolescence, au moment des jeunes adultes qui ont une orientation sexuelle qui ne va pas plaire aux parents. Là, le frère, par exemple, qui était le petit dernier dont on s'occupe pas beaucoup, va être soutenu par les autres, souvent, pas toujours, malheureusement, va être soutenu par les autres frères pour pouvoir faire son coming out, voilà, et dire aux parents, attendez, vous allez accepter ça, voilà. Donc là, au moins, il y a quelque chose qui ne cesse de se transformer et qui rend souple aussi notre identité, quoi. Et c'est important. Qu'est-ce qui se joue au niveau parental quand on voit des fratries qui se déchirent alors que le couple parental est relativement stable? Ça m'a toujours interrogée. Et je ne parle pas d'une famille traumatique, encore une fois. Non, tout à fait. Oui. Alors après, il y a des familles traumatiques qui parfois s'ignorent et on découvre des années plus tard que... C'est clair. Oui. Parce qu'il y a une amnésie traumatique. Mais admettons que ce ne soit pas le cas. Et finalement, pour des choses qui sont souvent comme ça de l'extérieur, qui paraissent pas graves, justement, puisqu'on n'est pas dans un cas traumatique. Et on se dit... Pourquoi les gens ne se rabibochent pas? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, il y a une guerre comme ça dans ces fratries? Est-ce qu'il y a des patterns, des blessures sous-jacentes que vous voyez dans les constructions qui font que? C'est clair. Alors, c'est intéressant, mais il y a beaucoup d'aspects à développer dans ce que vous dites, parce que si vous voulez, ça m'oblige à parler un petit peu déjà de la constitution de la fratrie au départ. Elle se fait vraiment, j'ai envie de dire, autour de ce que j'ai appelé les contes, c'est-à-dire que
pour un aîné, il y a un vécu de perte. Il avait la place exclusive, l'amour inconditionnel des parents. Il va perdre quelque chose au moment de l'arrivée du second. Et au contraire, le second, on va rester sur un modèle de 2 enfants, le second va lui vivre quelque chose du manque. Il n'a pas connu la chance d'avoir les parents à lui seul, justement cette exclusivité, etc. Donc, il lui manque. Donc, entre cette perte et ce manque, il va y avoir, j'ai envie de dire, l'enjeu des comptes. On va compter. On sait bien, les enfants vont compter les bonbons qu'on leur donne, le jouet, etc. Donc, et tous les comptes sont enregistrés dans ce qu'on a appelé la calculette inconsciente. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils vont mettre dans cette calculette inconsciente le cadeau qu'ils ont attendu, qu'ils n'ont pas reçu, alors que la sœur, le frère a eu le cadeau merveilleux, etc. On va mettre dans cette calculette inconsciente toutes les injustices, le sentiment de frustration, le sentiment d'avoir été mis de côté, les souffrances finalement liées à ce sentiment d'injustice et d'inégalité. Et c'est là. Et à un moment donné, justement, quand on est adulte, quand il y a, par exemple, au moment des héritages, bien sûr. Oui, on va reparler des transmissions. Mais effectivement, au moment un petit peu, les enfants vont régler leurs comptes. Et ils vont demander finalement aux parents qu'est-ce qui fait que je n'ai pas reçu ceci, que je n'ai pas reçu cela. Et ces comptes-là qu'on ne peut pas toujours régler vis-à-vis de ses parents vont se tourner vers les enfants, les frères et sœurs. Ah oui. On va leur en vouloir d'avoir été le chouchou, d'avoir eu des études un peu plus poussées. On va leur en vouloir de tout ce qu'ils ont reçu de plus que nous et qui les a aidés à grandir d'une manière plus favorable. En tout cas, de plus que nous, dans la calculette inconsciente. Dans la calculette inconsciente, bien sûr. Parce que c'est toujours un ressenti. Alors après, il y a des situations objectives où il y a des vrais chouchous, etc. Mais souvent, vrai. on parle du ressenti. Bien sûr, la réalité qui est subjective. Oui. Alors, il y a ça. Il y a donc ce vécu-là propre à la fratrie. Mais il y a souvent, dans ce que j'ai constaté, dans ces rivalités, alors donc du coup c'est normal qu'une fratrie se construise entre rivalité et complicité. Quand ça s'équilibre, tout va bien. Voilà, quand à la fois le frère, on est content qu'il s'en aille en vacances, mais il nous manque au bout de 2 jours, c'est que tout va bien, et qu'on recommence à jouer avec lui, c'est que tout va bien. Cette alternance, c'est signe que tout va bien. Les moments, et j'ai souvent reçu des rivalités très précoces, je veux dire d'enfants très jeunes, donc avant même que la calculette inconsciente ne travaille vraiment, avec vraiment une agressivité terrible entre frères et sœurs, etc. Souvent, c'est la trace finalement ou le reflet de l'inconscient parental. C'est-à-dire qu'on va demander implicitement, inconsciemment, à nos enfants de régler ce que je n'ai pas pu régler de ma propre fratrie. Si, par exemple, j'ai eu l'impression, je suis une fille, j'ai eu l'impression, n'importe quoi, je suis une fille au milieu de 3 garçons, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place, ce qui n'est pas le cas. Donc, je peux très bien, si j'ai une fille et des garçons à côté, je peux très bien m'identifier à elle et lui dire « vas-y, sois forte comme moi je n'ai pas pu l'être », ou au contraire, lui transmettre « ah bah décidément, les femmes, les filles n'ont pas de place, ne peuvent pas avoir la place qu'elles voudraient ». Et donc, effectivement, il y a un transfert, une identification qui enferme l'enfant. Et c'est vrai aussi de notre inconscient de couple. Oui. Si j'ai l'impression que je n'ai pas ma place, que je souffre dans mon couple, je peux avoir tendance à à permettre à un enfant d'avoir du pouvoir sur l'autre et de ne pas intervenir. Parce que effectivement, c'est une façon pour moi que soit réglé sur la scène de la fratrie quelque chose de ma propre problématique. D'ailleurs, en tant que parent, il faut laisser les fratries se débrouiller avec leurs problèmes. Je ne parle pas des petits-enfants, je parle des adultes. Oui. Régler leurs problèmes entre eux, ne pas intervenir. Intervenir, mais j'ai envie de dire délicatement. Enfin, on reste dans les parents, dans les enfants adultes. Effectivement, avoir un petit mot. Est-ce que tu as pensé à l'anniversaire de l'un et de l'autre? Est-ce que, tiens, comment ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus? Voilà, ne pas faire de reproches, mais peut-être insuffler j'ai envie de dire, une suggestion, dire, tiens, voilà, parce qu'on est tellement heureux de les revoir, se réunir. Est-ce qu'on voit, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps dessus, je me souviens plus dans quel canard, dans quelle revue,
en disant que les fratries où il y avait par exemple un enfant handicapé, c'était aussi forcément compliqué pour la systémie, on peut s'imaginer. Et on voyait des phénomènes comme je me plafonne parce que je ne voudrais pas, par exemple, doubler ou être plus fort que celui qui a eu moins de chance, entre guillemets, dans cette fratrie. C'est clair. Et donc qui peuvent aussi se minimiser dans ces cas-là. Alors, se minimiser, et puis j'ai envie de dire, j'ai aussi plusieurs fois rencontré des personnes qui ont vécu ce genre de situation. Ils ont pris l'habitude, il y a presque quelquefois, j'ai envie de dire, une culpabilité à exister et à être en bonne santé. Il y a une forme de culpabilité. Et du coup, au nom de cette culpabilité encore inconsciente, on ne la formule pas de cette manière-là, on ne veut pas fatiguer davantage les parents, donc on apprend à ne pas faire de plis, on apprend à ne pas se plaindre, on apprend à déjà adorer ce qu'on est, etc. Et justement, ne pas oser dépasser, de se montrer plus fort que le frère ou la sœur handicapée ou en difficulté. Et là, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on touche à la spécificité de la loyauté au sein de la fratrie. Elle est bien plus, verrouillante, enfermante encore que la loyauté vis-à-vis de ses parents. Ah oui, alors ça, c'est important de le dire. C'est très important. Parce que, alors moi, je l'ai observé, donc dans ces situations-là, mais dans des situations où, par exemple, la famille d'origine était une famille un peu fragilisée, soit sur le plan précarité d'argent ou précarité en psychique, une mère, un père un peu fragile, même vulnérable, qui peut faire des séjours en hôpital psychiatrique, etc. Donc une famille au départ un peu difficile. Dans la fratrie, il y en a toujours un qui va s'en sortir mieux que les autres au niveau des études, qui va rencontrer une figure résiliente, un professeur qui va le pousser, alors que les autres enfants, les parents n'ont pas la chance et la possibilité de les pousser. Donc, un enfant qui va s'en sortir au niveau des études, qui va s'en sortir au niveau professionnel, qui va effectivement pouvoir s'engager dans une carrière satisfaisante, etc. Et souvent, ces enfants-là se mettent en échec, en difficulté dans leur relation amoureuse. Je n'arrive pas à avoir une relation stable avec une femme, avec un homme, etc. Et cet échec-là, c'est souvent lié parce que effectivement, on s'interdit, là, sur ce domaine, de réaliser d'être plus heureux que ses frères et sœurs. Il y a comme là, finalement, le lien fraternel, dans son côté positif, se structure autour de la complicité, de la solidarité, c'est quelque chose qui fait qu'on va encore moins oser réaliser, parce que la trahison, c'est ça. La déloyauté, c'est réussir là où les autres n'ont pas réussi. C'est quelque chose qui nous verrouille vraiment, qui nous blesse. Comme réussir son couple quand nos parents n'ont pas réussi leur couple, c'est quelque chose de relativement difficile. Mais réussir quand notre fratrie n'a pas réussi à gagner sa vie normalement, etc., c'est encore plus douloureux parce que c'est vraiment à l'encontre de ce qui soude. Une relation fraternelle. C'est pour ça que c'est plus fort dans ce système-là. C'est pour ça que c'est plus fort dans ce système-là et que une fratrie est toujours fragilisée quand il y a trop de différences. Donc, il y a deux phénomènes qui font que la rivalité est difficile, enfin, la déloyauté est difficile parce qu'effectivement, encore une fois, ça va à l'encontre. J'affirme encore plus ma différence et j'affirme encore plus quelque chose qui risque d'être perçu, alors que ça ne l'est pas, qui risque d'être perçu comme de la désolidarité. Est-ce que c'est encore plus vrai quand la personne qui, entre guillemets, va réussir, je le mets comme ça avec des guillemets, parce que qu'est-ce que la réussite, on n'en sait rien. Oui, c'est clair. Oui. Mais en tout cas, qui va être plus résiliente, et le petit dernier ou la petite dernière par rapport à l'aîné, parce que cette fameuse place, est-ce que c'est plus attendu d'un aîné que ça se passe bien plutôt qu'un dernier, par exemple? Est-ce que c'est encore plus difficile pour le dernier, autrement dit, de dépasser ses aînés? Oui, parce que alors pour un aîné, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'effectivement, lui, il porte enfin le poids des attentes familiales. Donc pour lui, quelquefois, ce qui est difficile, c'est de se défaire des loyautés par rapport aux parents. Mais c'est vrai que le petit dernier, déjà, on parlait de Tanguy tout à l'heure, on parlait de Tanguy, et c'est souvent les petits derniers qui peuvent être Tanguy parce que le poids des loyautés vraiment pèse
parentale surtout pèse, et même fraternelle, pèse beaucoup sur lui, parce que si le couple est fragile, et puis si le couple va vivre au moment d'univie de tous les enfants, il y a toujours un déséquilibre, forcément. Je veux dire, il y a quelque chose qui se réorganise. Alors les couples peuvent, quelquefois ils ne peuvent pas. Il y a un pic de divorce très important au moment des 55-60 ans. Donc voilà. Mais si effectivement le petit dernier est là, qu'il sent que le couple est fragile, ou que son père ou sa mère l'a élevé seul, que s'il part, le parent va s'effondrer. Quelque part, il a bien entendu les frères qui sont partis ou les sœurs qui sont partis en disant tu t'occupes bien de maman. Alors si c'est pas dit, c'est là aussi on est dans les fonctions. C'est en tous les cas mentionné comme une fonction implicite, voilà, où c'est le parent lui-même qui fait entendre que quand tu vas partir, qu'est-ce qui va se passer? Ce nid vide là va en prendre des proportions très importantes. Ouais. Et ce Tanguy là, enfin ce petit dernier là, porte vraiment toutes ses loyautés. S'il part, il risque de mettre vraiment en danger l'équilibre du couple, s'il existe, ou l'équilibre du parent qu'il a élevé seul. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qui peut être fait en tant que parent? Est-ce que c'est bien de libérer cet enfant-là, peut-être en verbalisant certaines choses? C'est clair. De toute façon, les déloyautés, je pense que c'est important de mesurer qu'elles sont en train de libérer quelque chose de nos enfants. Je pense qu'il faut être, en tant que parent, mesurer que il y a un moment donné où on ne peut plus attendre d'eux d'être dans la lignée des modèles qu'on voulait leur imposer. Et je crois qu'il faut les libérer d'être ce qu'on aurait voulu qu'ils soient. Je crois, alors c'est pas forcément en le disant, mais c'est en exprimant un petit peu. Ah oui, moi j'aurais voulu que tu sois avocat, j'ai n'importe quoi. Ah, tu es artiste, mais c'est formidable. Enfin bon, même si on doit avaler, c'est un petit peu la non-spontanéité dont on parlait tout à l'heure. Même si on doit avaler cela et qu'effectivement on doit faire le deuil de notre propre projet, je pense que c'est important de le faire. Mais c'est vrai que pour moi, la parentalité se construit sur plusieurs générations. C'est-à-dire, j'autoriserai mon enfant à me désobéir quelque part, à être déloyal, d'autant plus facilement que moi-même, j'ai osé désobéir à mon propre parent. Que moi-même, j'ai osé me libérer et que souvent j'ai pu dire, pour que nos enfants nous obéissent, à un moment donné, quand ils sont plus petits, il faut avoir osé désobéir à nos parents. Là, c'est finalement, j'ai désobéi, donc j'accepte un peu plus que mon enfant me désobéisse parce que je mesure que c'est comme ça qu'il va s'accomplir. Voilà, donc dans le cours des choses, c'est aussi important de ne pas soi-même les retenir par rapport à ça. Tout à fait. Et de ne pas leur faire porter, j'ai envie de dire, la souffrance, la douleur de ce deuil. Voilà, ils ne seront pas ce que j'avais rêvé pour eux. C'est toute la question, en fait, de poser des limites saines sans devenir justement la personne vue comme méchante. C'est pas évident, en fait, de poser des limites et que ce soit entendu et sans que ça paraisse, ça semble agressif. Parfois. Enfin, je dis ça, peut-être que c'est moi qui parle, mais souvent, c'est ce que j'observe. Vous voulez dire poser des limites en tant qu'enfant? En tant qu'enfant. Oui. Non, ce n'est pas facile. Je dois dire quel que soit notre âge, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je parle vraiment là... Oui, tout à fait. Alors, je dois dire effectivement, je vais parler de mon expérience, et encore il y a quelques mois, puisque ma dernière petite fille est arrivée grâce à une adoption, et donc mon fils chez qui elle est arrivée... alors que j'étais prête à me précipiter pour venir la voir, m'a bien fait comprendre que parce qu'elle était arrivée par adoption et qu'il voulait effectivement faire un processus d'affiliation, il ne fallait pas que je vienne tout de suite. Il fallait y aller mollo. Il fallait qu'elle s'habitue à leur visage, au visage de ses parents, et du coup, qui effectivement, voilà, que j'aurai l'autorisation de venir quand ils jugeront que c'est suffisamment bien. Ouais, comme une gestation presque. Comme une gestation, voilà, qu'il y avait une forme de cocon à refaire, à constituer autour d'elle. C'est intéressant. Voilà, et bien sûr que je l'ai entendu, mais voilà, mais... Voilà.
Mais donc, c'est un peu ça. Mais quand on se met, je pense que s'il y a une chose, on l'a pas dit là, mais je crois que le respect, et je crois que c'était Emmanuel Levinas qui disait, partager le monde avec l'autre, c'est être capable de regarder le monde depuis la place de l'autre. Hein, c'est se déplacer. Alors quand je me mets à la place de mon fils qui me demande ça, je lui dis, il a raison. Donc j'avale un petit peu. Ouais, mais c'est important ça, parce que on est dans une société, je veux pas faire de généralité ou de la psychologie de comptoir, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du moi. Oui. Mais à quel moment je fais aussi un pas de côté pour me mettre dans la peau de l'autre. C'est important aussi. C'est très important. D'avoir cette vision un peu plus de côté. Tout à fait. Et dans les post-it que j'ai pu mettre dans mon exemplaire de livre là, j'avais noté une phrase de Edgar Morin que j'adore, et je vais essayer de la redire clairement. Il parle d'une éthique égocentrique, mais qui soit ouverte sur une éthique de l'autre. Je pense que c'est ça, cette tension. C'est finalement, et moi, quelquefois, je peux dire de quoi je dois me libérer à quoi je ne dois pas répondre pour me respecter, mais à quoi je dois répondre pour respecter l'autre. Et c'est vrai que notre monde aujourd'hui, qui a besoin de choses très radicales, très dualistes, vit mal cette notion de tension, cette notion de subtilité finalement. De mouvement même. De mouvement. Hein. Et c'est ça la différence entre l'éthique et la morale. La morale, ce sont des règles rigides. Voilà, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir. Il y a quelquefois, des fois, où mentir peut être utile. Et l'éthique, c'est aujourd'hui, dans cette circonstance-là, qu'est-ce qui va être juste, qu'est-ce qui ne va pas être juste. Donc, on est toujours dans cette tension où on prend en considération le respect de l'autre, ce qui est important pour l'autre, les besoins de l'autre, les limites de l'autre. Hein, et nos propres limites. Et c'est toujours une négociation finalement. Oui, c'est ça. C'est une fine ligne, hein, donc et pour ça il faut avoir fait peut-être un travail d'introspection en fait pour en arriver là, parce qu'il faut pouvoir prendre ce recul. Sinon on est en pilote automatique. L'autre m'a blessé et je vais le blesser en retour. Je réponds. Je suis dans une réaction. Quand on parlait des disputes dans les fratries, on voit ça parfois. C'est vraiment des guerres intestines terribles. Alors qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait grand-chose en réalité. Non, c'est ça. Ça peut être la voiture de pompier que je n'ai pas, le camion de pompier que je n'ai pas eu. Enfin, je veux dire, qui revient, qui revient et qui appelle des règlements de compte. La voie de la médiation familiale peut être un outil intéressant à ce moment-là. Oui, tout à fait, à fait. Je parle pas dans le cas de trauma ou de choses graves. On est d'accord. De dysfonction, je dirais, du quotidien. Oui. Mais effectivement, thérapie familiale, médiation familiale, je travaille beaucoup auprès des médiateurs et c'est vraiment des personnes qui sont très sensibilisées à ça et qui ont une dimension très concrète. Et quand vous dites introspection, oui, mais il n'y a pas que l'analyse, la psychanalyse, la psychothérapie. Il y a aussi la psychothérapie par l'hypnose. J'ai beaucoup pratiqué l'hypnose. Hein. On en a parlé déjà. Vous êtes formé d'ailleurs, je précise, aussi à l'hypnose de François Roustan. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de le connaître et de le côtoyer. Et il m'a supervisé, ce qui n'était pas facile. Qui était une hypnose particulière où vous étiez rebelle. Hein. Ah là là, oui, ça, je sais ça. Combien de fois il m'a remis en place, mais quel apprentissage auprès de l'aide. Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est une hypnose particulière dans ce sens que elle est très humaniste. Il était philosophe, imprégné d'une grande spiritualité, et que surtout pas de protocole. Alors que beaucoup d'hypnothérapeutes, je ne critique pas, chacun fonctionne comme il peut. Ouais, lui c'était comme ça. Voilà, mais lui c'était à chaque patient. On réinvente notre approche et à chaque patient, le but c'est de découvrir la singularité de l'autre et de l'amener à réaliser sa singularité. Donc à chaque fois, on réinventait les choses. Et donc c'est peut-être pour ça que j'ai appris le mouvement, j'ai appris la souplesse, l'ajustement comme ça, les ajustements permanents. Et du coup, je ne sais plus quelle était votre question. Moi non plus. Excusez-moi, on était en train de parler. Ah oui, l'intériorité. Enfin, je veux dire, voilà. Oui, faire un travail. Voilà, travail. Alors, je pense que, donc, grâce à l'hypnose, je pense que on a parlé d'intériorité, on parle de travail, d'introspection. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Notre intériorité, on peut aussi la construire j'ai envie de dire, en revenant au corps.
en donnant une densité à sa propre présence, à son corps. Et ça, c'est l'hypnose qui nous aide à développer notre sensorialité, savoir quelles sont les couleurs qui nous font du bien, quelles sont les odeurs qui nous donnent une assise, qui nous apaisent. Remplir notre corps de cette sensorialité nous donne une certaine présence. Alors bien sûr, moi quand je faisais des hypnothérapies, je tricotais à la fois l'hypnose et l'élaboration. Hein. Et donc effectivement, pour moi, c'est essentiel. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au tréfonds de notre inconscient. On peut rester finalement dans une certaine approche consciente. Et surtout, ce qui est important, c'est de mettre en mots nos blessures, de mettre en mots les événements qui ont pu nous faire du mal. Et là, voir quelles sont les ressources que nous avons en nous, aussi bien psychiques que corporelles, pour retrouver cette assise importante qui va nous permettre de traverser toutes ces métamorphoses. Oui, et d'ailleurs, les thérapies cognitivo-comportementales sont très bien là-dessus, parce qu'effectivement, on va aussi s'attacher à ce qu'on ressent dans le ici et maintenant. Alors, sur cette fratrie, qu'est-ce qui se passe à un moment donné ? Les enfants sortent du nid, on devient adulte, et là, on refait famille. Il y a de nouvelles familles qui vont à nouveau bousculer cet équilibre de la cellule familiale où on était 3, 4 ou 5, etc. Et là, on va devenir encore plus nombreux et viennent s'ajouter potentiellement les névroses, les dysfonctionnements, mais aussi les beautés de ce qu'on appelle très malheureusement les pièces rapportées. C'est vraiment pas très joli comme mot. Pas du tout, mais elles ont une fonction, elles aussi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va à nouveau redistribuer ? Ça va rebattre les cartes. Ah, ça va rebattre les cartes, effectivement. On est d'accord. Ouais. Complètement. Surtout que très souvent, ce qui va se passer avec les petits-enfants, ce sont souvent des répétitions de ce qui s'est passé, enfin, en tous les cas, c'est vécu comme ça, des répétitions de ce qui s'est passé avec soi dans la fratrie. Ah oui, ma mère n'en a que pour mes petits-neveux, alors qu'elle s'occupe pas de mes enfants à moi, etc. Donc, si vous voulez, ça va à la fois réouvrir le champ des possibles relationnels. Il va y avoir des nouvelles connivences, des nouvelles, mais en même temps, les oppositions vont se marquer. Oui, il y a quelque chose qui va se cristalliser. Qui va se cristalliser. Ah oui, ça m'étonne pas, mon frère s'est marié avec quelqu'un de rigide, c'est difficile, donc comment je vais m'entendre, etc. Donc effectivement, ça appelle finalement une très grande tolérance. Et encore une fois, pour être tolérant, je crois qu'il faut être encore une fois bien avec soi-même. Il faut être déjà tolérant avec soi-même. Hein, il faut être, voilà. Et on va pouvoir rire de cette, je sais pas quoi, de cette belle-sœur qui est un peu trop rigide, qui veut tout gouverner, qui veut que les repas soient de cette manière-là, etc. En parlant de repas, la réalité aussi concrète met en évidence les risques ça multiplie les risques de confrontation. De conflit, de conflit. Parce que maintenant, dans un repas familial élargi, avec enfants, petits-enfants, belle famille, etc., il y a ceux qui ne mangent pas de viande, enfin les végétariens, il y a ceux qui ne mangent pas salé, ceux qui ne mangent pas ceci, ceux qui ne mangent pas cela. Donc voilà, comment on fait ? Ouais, comment on compose avec tout ça ? D'ailleurs, à ce sujet, vous avez écrit « Disputez-vous bien » avec votre époux. Et donc, c'est quoi d'ailleurs ? On en avait parlé dans un épisode, mais peut-être nous redire, parce que finalement, c'est la vie. On met tout ça, il y a du vivant, et puis si on sait comment bien potentiellement se disputer, oui, c'est ça. On peut ne pas arriver au stade ultime qui est de couper les ponts, sauf si c'est grave, hein, comme on disait tout à l'heure, où c'est absolument nécessaire, vous l'avez rappelé. Mais sinon, voilà, on peut quand même cheminer ensemble. Tout à fait. Alors, c'est vrai que ce livre-là aussi, on a eu beaucoup de plaisir à l'écrire, et en plus avec mon mari, donc 55 ans de mariage. Ouais, il faudrait que je vous reçoive tous les deux quand même un jour. Hein. Ah oui, parce que là, je vais me régaler. En général, les journalistes adorent, et on n'échappe pas à la question, et finalement, pendant les 55 années, combien de fois vous vous êtes disputés ? Beaucoup. Mais on reste, et on est un couple, je peux le dire, vivant. Pas facile, mais vivant, parce que on a des bons caractères. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je pense que ce qu'on a voulu démontrer, c'est un petit peu d'aller à l'encontre de l'idéalisation de la famille. Parce que vouloir vraiment, je pense que l'idéalisation d'une famille et des liens, c'est vraiment très contre-productif. Parce que finalement, ne pas reconnaître qu'une famille vivante, un couple vivant, c'est une famille qui a forcément des oppositions, des manières de voir différentes, je veux dire, des manières enfin de se poser,
personnalités, des volontés, des désirs et des besoins différents. Pour nous, une famille qui s'entend bien, ce n'est pas une famille qui ne se dispute pas. Mais c'est une famille qui sait faire, et comme vous disiez, qui sait composer avec les différences des uns et des autres. Une famille cohérente, c'est une famille qui peut apprendre à se disputer, et on a démontré que la dispute saine, c'est-à-dire celle qui arrive à une discussion, parce que finalement disputer vient du verbe disputare, et disputare a donné aussi bien dispute que discussion. Et donc, on a joué un petit peu sur cette étymologie pour montrer que les disputes saines sont celles qui nous permettent d'arriver à une discussion ouverte. Ah oui, tiens, l'autre jour, tu sais que je suis végétarienne, tu m'as proposé que de la viande, comment ça se fait, etc. Ah ben écoute, ce jour-là, je n'ai pas pu aller faire des courses, je n'avais pas, le marchand de légumes n'était pas ouvert. Voilà, donc on s'explique. Et finalement, on peut passer à autre chose. Et on ne met pas, ça c'est mon mari en général qui dit, on ne met pas la poussière sous le tapis, peut-être parce qu'il ne fait pas le ménage. C'est ça, d'où l'expression. Il est psy, lui aussi. Il est psy aussi, thérapeute de couple et de famille. Donc effectivement, plus on apprend, et ça c'est notre expérience, aussi bien de thérapeute que de famille, plus on apprend à exprimer nos différends sans en vouloir à l'autre, sans juger l'autre, sans en vouloir parce qu'il ne comprend pas, plus on arrive à ces discussions saines et moins on a de risque d'arriver à des crises, à des conflits, à des ruptures. On prend l'habitude de se dire gentiment, si on peut dire, peut-être un peu fortement, mais de se dire gentiment les choses qui ne vont pas et puis on roule. Et puis il y a des choses, et puis je crois que bien s'entendre, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout. Ça veut dire accepter que l'autre ait un point de vue qui n'est pas le nôtre. Et ça, je crois que c'est vraiment une source et une possibilité d'apprendre la tolérance. Oui, c'est important de le souligner. On arrive à la fin de cette émission. J'aimerais bien peut-être qu'on parle, et je sais que c'est un gros sujet, on avait déjà fait des épisodes dessus, mais quand la fratrie, finalement, et la cellule familiale se transforment, ça peut être soit au moment du décès des parents, ou même d'un des membres, d'ailleurs, de la fratrie, ce qui est un cas qui est moins dans l'ordre des choses, je dirais, que les parents, puisque nous, aînés, quand on part, c'est dans l'ordre des choses, à un certain âge. Est-ce que à nouveau, tout est à nouveau redistribué? Et là, il peut y avoir encore des choses qui n'étaient pas réglées qui ressortent. Alors, on a fait un épisode complet sur les transmissions. Évidemment, on ne va pas le refaire là maintenant en 2 minutes. Mais à nouveau, ça peut ressoulever, on vous le dit dans les héritages, ça peut ressoulever les problématiques. Alors qu'on a envie tout sauf de ça, finalement, à ce moment-là. Tout sauf de ça. Mais c'est vrai, alors si on en reste au moment de l'héritage, alors vous parlez quand même de la mort d'un frère et d'une sœur. C'est un événement terrible et on en parle un petit peu dans le livre. On n'avait pas pu en parler dans l'émission sur la fratrie, mais justement... il y dans avait le livre famille. Oui, dans le livre famille, il y a eu des auditrices ou des auditeurs, je ne sais plus, qui nous ont dit et qui nous ont interpellés. Et donc, on a fait un rajout intéressant, enfin, je veux dire intéressant pour ces personnes-là. Voilà. Mais alors, le moment de la... Vous voulez dire un petit mot dessus, peut-être ? Oui, c'est vraiment... c'est très lourd à porter, alors, indépendamment de la peine, indépendamment du manque que ça représente. Surtout si on est resté seul face à l'enfant qui a disparu. La grande difficulté de ce frère ou sœur survivant, c'est d'avoir... Il entend que quelque part, même si ce n'est jamais vraiment dit comme ça explicitement, où il se charge lui-même d'avoir à réaliser 2 vies, à accomplir 2 vies. Alors là, vous parlez quand il est jeune, quand il y a un décès... quand il y a un décès d'un frère, sœur, voilà, c'est quand il est jeune. Oui, dans l'enfance, oui. Dans l'enfance. Et du coup, effectivement, il y a là aussi toute une culpabilité à exister. Et j'ai envie de dire une barre qui est doublement haute parce qu'aux yeux des parents, on a le sentiment très inconscient qu'il faut à la fois réussir pour soi, mais rattraper ce qu'ils n'ont pas pu voir de leur enfant défunt. Et donc, ce sont des personnes... Alors là, la déloyauté aussi est indispensable. Oser finalement, ne pas croire qu'on doit répondre à tout ça. Bien sûr. Donc, c'est vraiment des épisodes, et ça appelle souvent un vrai travail psy pour justement oser affronter aussi la souffrance des parents. Donc là, aller chercher du soutien. Sur les héritages, je voulais quand même redire que dans l'épisode qu'on avait fait, on a parlé de la transmission par rapport à l'argent, de ce que représentent les objets, de ce que représentent les lieux.
Et tout ça, on s'aperçoit qu'il y a de la complexité, il y a un sac de nœuds qui se défait à ce moment-là, inconsciemment. Hein, on parle de la calculette inconsciente et hop, c'est reparti. Bien sûr. Et qui se rejoue à nouveau sur la place publique. On avait fait un épisode assez approfondi, mais vous vouliez dire quelque chose sur les héritages? Oui, peut-être on peut redire en 3-4 mots, ce qui mérite un développement plus long. Oui. C'est-à-dire, oui, effectivement, on l'a pas dit tout à l'heure, mais quand je fais des fois des conférences, et quand j'observais, moi, les petits patients que j'avais, quelquefois, je me disais, mais Abel et Caïn sont encore dans la salle, sont encore là vivants, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il peut y avoir à l'origine de la fratrie le fantasme fratricide. Hein, l'enfant aîné qui voit arriver cette petite chose qui n'a aucun intérêt alors qu'on lui a dit tu vas pouvoir jouer, on ne peut pas jouer avec lui, hein, ça fatigue les parents, ça joue pas, il faut faire attention, il faut pas faire de bruit. Donc il n'a envie que d'une chose, c'est de le renvoyer à la clinique ou de le mettre à la poubelle. Enfin, je veux dire, donc qui disparaissent quoi. Et donc au moment des et la famille, les parents ont à construire ce que j'ai appelé moi le surmoi fraternel, c'est-à-dire que le lien éthique dont on a parlé tout au début se construit dans la famille parce que les enfants reçoivent beaucoup de choses de leur part des parents. Oui. Il y a le don qui constitue des dettes et qui constitue des loyautés. Alors qu'en fratrie, le frère et la sœur ne reçoivent rien de l'autre. Il n'y a pas de don qui va constituer finalement cette chaîne éthique. Donc, pour se respecter mutuellement, il est important que le parent va se transmettre finalement et impose quelque part le surmoi fraternel. Tu respecteras l'autre, tu respecteras ses jouets, tu respecteras ceci, etc. Alors au moment où les parents vieillissent, parce qu'il y a un interdit là qui se pose. Oui. Hein, la parole de Dieu qui a dit à Caïn, tu seras marqué, etc. Donc il y a une loi qui est posée. On est dans les lois ontologiques là, en fait. Oui, c'est ça. Oui. On est dans quelque chose qui est pas seulement du psy, hein, qui est vraiment des lois déontologiques de base, fondatrices. Donc, au moment où les parents sont fragilisés, dépendants ou qu'ils disparaissent, ce surmoi, ils portaient le surmoi jusqu'au le plus longtemps possible. Oh, mes enfants, je vais vous réunir pour Noël, pour ceci, pour cela. Entendez-vous bien. Voilà, il y avait ce surmoi-là qu'ils portaient, qu'ils symbolisaient, qu'ils concrétisaient. Au moment où ils ne sont plus là, le surmoi explose. Et il peut y avoir non seulement la calculette inconsciente qui se rappelle que j'ai pas eu cette fameuse poupée, cette fameuse Barbie, etc., que j'attendais, etc., qui revient. Et finalement, on va présenter encore une fois aux frères et la sœur la facture de ce que je n'ai pas reçu de la part de mes parents. Et si je peux les éliminer, c'est tout aussi bien. Donc, tout ça pour dire que si on veut s'entendre avec sa fratrie, je pense que c'est très important tout au long des épisodes de notre vie de s'interroger. Qu'est-ce que représente ma fratrie ? Et on avait fait, je le cite toujours parce que j'aime bien citer l'origine, on avait fait une émission avec Ali Rebi, et quand on avait parlé d'héritage, il a vu cette formule, mais finalement, à un moment donné, il faut préférer le lien au bien. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pour s'entendre avec ses frères et sœurs tout au long de sa vie, il faut le vouloir, il faut faire une forme de contrat. C'est pour moi beaucoup plus important ce lien, parce qu'il me rattache à mon enfance, parce que on peut compter sur lui quand même, ou sur elle quand même. C'est un lien qui a du sens. Donc, à partir de ce sens-là, de cette validation du lien, à ce moment-là, je peux accepter qu'il n'ait pas fait de cadeau à la naissance de ma fille, enfin, n'importe quoi. Ouais. On peut accepter les insatisfactions, et au moment de l'héritage, on acceptera qu'ils prennent peut-être plus de verres à champagne, de bibelots que moi. Voilà. C'est important parce que ça procède aussi d'une volonté de construire quelque chose que vous dites. C'est ça. Voilà. Et encore j'ai conscience de ça. De sens, comme on disait au début. De sens, comme on disait au début. Eh bien, je crois qu'on a dépassé un peu le temps puisque nous sommes à 1h10, mais on adore l'habitude. Puis en plus, ça faisait un moment qu'on s'était pas vus. Donc, je crois qu'à chaque fois, on se dit, on va essayer, on n'y arrive pas. Bon, on n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Si c'est vous qui le dites, ça va. Oui, c'est ça. Sur la famille, peut-être un dernier conseil, voilà, pour donner aussi peut-être de l'allant en synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Que la famille, je veux dire, la famille avec ses souffrances, ses douleurs, ses difficultés, ses ajustements, ses accordages, ses disputes, c'est quand même une aventure extraordinaire.
elle ne cesse de nous faire grandir. Et je crois qu'elle nous cesse de nous faire grandir. Elle nous donne une certaine maturité. Elle nous donne aussi un sens en recul. Je veux dire, c'est aussi un étalonnement, finalement, ou un étalonnage, je ne sais pas, par rapport au reste du monde. Voilà, on sait qu'est-ce qu'on peut partager dans une famille par rapport à ce qu'on peut partager avec des amis. Donc, je veux dire, c'est un lieu, finalement, quand même unique. Encore une fois, je n'idéalise pas. Il y a les sources de difficultés, de frustration, tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'elle nous permet aussi de faire l'apprentissage donc de cet étalonnage par rapport aux autres liens, altérité. Mais de cette altérité, mais aussi de cette tolérance. C'est-à-dire que j'apprends vraiment à accepter l'autre dans sa singularité. Et je suis curieuse, et je pense que pour bien s'entendre dans la famille ou pour accepter tous ces remue-ménages constants et déséquilibres à rééquilibrer constamment dans la famille, je crois qu'il faut être curieuse des ressources de l'autre. Oui. Ah tiens, comment ils vont pouvoir se débrouiller? Voilà, maintenant je vais plus pouvoir garder les enfants ou je ne vais pas ceci. Comment ils vont pouvoir se débrouiller? Et je pense que c'est cette curiosité des uns vis-à-vis des autres. Tiens, il y en a un qui vient d'avoir une maladie, etc. Comment il va s'en sortir? Je veux dire, être dans l'attente que les ressources des uns et des autres constamment puissent s'éclairer, s'épanouir, s'ouvrir, se révéler, et nous en être émerveillés. Oui. Et je pense que c'est ça, garder l'émerveillement possible devant nos petits-enfants, devant nos enfants, etc. Et ils peuvent nous surprendre à chaque instant. Eh bien, merci infiniment, en tout cas, Nicole Prieur, à la fois pour ce beau livre, La famille. Peut-être vous pouvez l'attraper et puis le montrer. Je pousse ça? Oui, allez-y. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous regarde en même temps pousser le micro. Voilà, ce joli livre Famille, voilà, coproduit avec mes... Voilà, c'est un livre aussi. C'est dans la continuité de votre gilet. Mais par contre, on vous entend plus au micro, Nicole. Voilà, donc merci infiniment. Et puis, je sais ce que je voulais vous dire. À l'approche des fêtes, c'était ça un petit conseil, parce que souvent les gens redoutent en fait les fêtes de fin d'année. Mais je crois que nous avions fait une émission là-dessus. Voilà, on avait fait une émission sur les dons et les dettes et aussi comment survivre aux fêtes de famille. Hein. Donc peut-être si vous avez envie de réécouter cet épisode, n'hésitez pas, parce que parfois ça peut être une anxiété chez certaines familles. C'est une anxiété. Comme j'avais dû le dire, parce que ça m'avait étonné moi-même, les patients me parlaient de ces fêtes de Noël dès septembre-octobre. Est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va pas aller? Est-ce qu'on est invité? Est-ce qu'on invite qui? Etc. etc. Je crois que je n'aime pas donner des conseils, mais en tous les cas, une piste, c'est effectivement prendre de la hauteur, digérer un petit peu tout ce qu'on a dit, solder les comptes, et finalement prendre une position un petit peu d'observateur avec humour. Ah tiens, en essayant de dire finalement, de repérer un petit peu les fonctions et les places de chacun. Ah tiens, ma mère, cette année, elle a mis 10 minutes de plus pour me dire une phrase méchante. Enfin, j'ose pas dire une vacherie, mais voilà, une vacherie habituelle. Ah tiens, ma sœur, ça fait longtemps, d'habitude, elle raconte, elle ne fait que parler d'elle. Ah là, ça fait 5 minutes de silence avant qu'elle se... Voilà. Donc, on essaye de repérer un petit peu les fameuses étiquettes et on essaie de prendre du recul en s'amusant un petit peu. Notre famille est une scène théâtrale. Voilà. Et on s'amuse. Et on s'amuse. En tout cas, ce livre Famille, paru aux éditions Erol, je rappelle qu'il y aura 5 exemplaires à gagner pour celles et ceux qui nous suivent et qui sont abonnés à la newsletter de Métamorphose. Merci beaucoup, Nicole Prieur. Merci à vous. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.